tout le monde. Je vous remercie de vous joindre à nous pour avoir cette discussion sur un sujet, j'en suis sûr, qui vous passionne. L'idée aujourd'hui, c'était de discuter avec vous un peu pour avoir un tableau de l'état des lieux de la dynamique des PPP dans la région, en Afrique en général. Vous le savez, hein, c'est une thématique qui commence maintenant à dater, mais il faut s'en rappeler. Il y a quelques pays qui ont été, on va dire, des pionniers en Afrique. Si je dois les classer dans un ordre, on va dire que l'Afrique du Sud, quelque part, est considérée comme étant le pionnier des PPP dans leur forme moderne. Hein, parce il faut le rappeler, les partenariats publics-privés ont toujours existé en Afrique et ailleurs dans le monde. Je cite souvent l'exemple d'un contrat qui a été signé au Sénégal pour la liaison maritime Dakar-Gorée depuis le XVIIIe siècle. Mais même quand vous regardez dans les instruments juridiques, plus récemment dans le Code des obligations de l'administration, par exemple, du Sénégal, déjà on faisait explicitement référence au contrat de partenariat, qui est, comme vous le savez, une forme de partenariat public-privé. Donc il faut vraiment faire la différence entre les PPP dans leur forme moderne et la contractualisation en partenariat public-privé, quelle que soit l'appellation qui a très souvent existé dans le droit positif en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc récemment, en tout cas depuis le début des années 2000, l'Afrique du Sud, depuis 2000, on va dire 1997, avait engagé un processus pour mettre en place un dispositif. Et ce processus-là a abouti vers les années 2000 avec l'adoption d'un cadre, on va dire. L'Afrique du Sud n'a pas de loi, mais c'est plus des régulations qui organisaient un peu tout ce qui est contrat de partenariat public-privé. La Guinée également fait partie des pionniers, une loi qui date de 1998 et qui était très, très inspirée des régulations en Angleterre, parce que vous voyez, même en termes de terminologie, on était resté dans tout ce qui est BOT, DBOT, etc. Donc tout ce qui est famille de contrats de partenariat public-privé, mais avec en tout cas un contenu très inspiré de la réglementation anglo-saxonne. Et après, vous avez vu le Sénégal, l'île Maurice qui ont également suivi la dynamique des réformes en matière de PPP. Avec en 2004 l'adoption de lois au Sénégal qui s'est toujours inspiré de cette pratique anglo-saxonne parce que la loi à l'époque on l'appelait loi BOT ou loi CET, mais c'est parce que dans le fond c'était très inspiré de ce qui se faisait en général dans les pays anglo-saxons en matière de partenariat public-privé. À l'époque, le concept de PPP n'était pas encore très très connu, mais on y faisait référence à travers le concept de BOT et tout ce que ça comprend comme forme de contractualisation dérivée. La loi en île Maurice également était assez similaire de ce qui se faisait, ce qui s'est fait en Afrique du Sud ou au Sénégal. Et progressivement, vous avez vu cette dynamique-là un peu se généraliser dans la région où on a fait cette carte pour davantage vous permettre de visualiser comment la réforme en matière de partenariat public-privé, c'est quasiment généralisé en Afrique. Vous voyez par exemple en bleu, tous les pays dans le continent qui disposaient d'un cadre juridique, on va dire. Hein. Pour certains, ce n'est pas forcément des lois. La Côte d'Ivoire a opté pour un décret. Mais l'essentiel des pays en Afrique du Sud, aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui dispose d'un cadre juridique sur les partenariats publics-privés, à l'exception de l'Algérie. Et d'ailleurs, il faut le dire, l'Algérie est dans le processus parce que le processus de l'adoption de la loi est engagé depuis la fin de l'année dernière. Il ne semble pas aujourd'hui achevé, mais le processus d'adoption de la loi est déjà en cours en Afrique du Sud. Donc, les exceptions, c'est essentiellement le Sud-Soudan et le Libéria, mais tous les pays en Afrique, en 2018 déjà, avaient des cadres juridiques sur les partenariats publics-privés. Et vraiment, ça pose des questions sur l'esprit et les motivations de cette dynamique, ou en tout cas de cette orientation en termes de financement de l'investissement privé, que l'ensemble des pays africains ont fini par en tout cas partager, et tout le monde s'est convaincu d'un impératif de se doter d'instruments juridiques pour promouvoir les partenariats publics-privés. Parce que, et il faut le rappeler, et j'aurais dû peut-être commencer ça en introduction, les PPP
la motivation essentielle, ou en tout cas l'objectif essentiel de promouvoir cet instrument, c'est entre autres d'avoir un instrument de financement de l'investissement public en général et des infrastructures en particulier. On a senti le besoin de promouvoir des instruments de financement innovants pour pouvoir faire face aux défis, en particulier dans le domaine des infrastructures, au défi du déficit, du financement du déficit en matière d'infrastructures en particulier. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que si l'essentiel des pays ont pu se doter d'instruments sur les partenariats publics-privés, la question maintenant, c'est est-ce qu'on a pu quand même atteindre l'objectif pour lequel on a senti le besoin de faire ces réformes. Je vais vous donner quelques éléments de chiffres pour vous permettre d'apprécier, en tout cas, et de répondre à cette question. Cette dynamique, on l'a dit, a été lancée surtout au début des années 2000 avec un certain nombre de travaux qui avaient été faits sur le déficit des infrastructures en Afrique et sur l'impact que ce déficit avait sur la croissance du continent et sur la compétitivité de nos économies et de nos entreprises. Et notamment un rapport de l'ICA avait estimé que les besoins en infrastructure en Afrique étaient évalués à peu près 93 billions de dollars de besoins en investissement et que quand vous prenez ce besoin globalement, on avait à peu près 31 billions de dollars qui devaient être mobilisés pour pouvoir faire face aux besoins. Ça, c'est en 2006, si on prend cette date comme repère. Aujourd'hui, on se rend compte que ce déficit continue de se creuser. Que ce déficit-là, s'il était à peu près de 31 billions de dollars, aujourd'hui, il est estimé entre 68 et 108 billions, et que ça veut dire qu'aujourd'hui, le déficit en infrastructure, malgré les efforts qui avaient été faits et qui continuent d'être faits en matière de réforme, et notamment pour la promotion des partenariats publics-privés, on n'a pas encore réussi à combler le déficit en matière des infrastructures. Je vais vous donner un autre schéma qui vous permet de visualiser la dynamique. Aujourd'hui, vous voyez en rouge, en bleu d'abord, le niveau d'investissement actuel dans le domaine des infrastructures et la projection jusqu'en 2040. Comment, si on prend les capacités d'investissement et les efforts d'investissement qui ont été consentis pour faire face aux besoins en infrastructure ces dernières années et on projette dans le futur comment ça va évoluer et qu'on met en face de cette courbe l'évolution des besoins en infrastructure, des besoins en investissement en infrastructure les prochaines années, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, que le gap continue de se creuser au fil des années. On a mis beaucoup d'efforts à nous doter d'instruments juridiques pour promouvoir les partenariats publics-privés, mais en face, on se rend compte que le déficit des infrastructures continue de se creuser. Ça veut dire quelque part qu'on n'a pas atteint l'objectif qui était visé à travers la promotion des partenariats publics-privés. Et quelques pays, pour illustrer davantage cette réalité, si vous prenez aujourd'hui l'écart qu'il y a entre les investissements requis et les investissements qui sont prévus ou qui sont nécessaires, prenez un exemple comme la Guinée, on est à 84% entre les investissements requis et les investissements prévus. Même le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui font figure, en tout cas, de modèles avec le niveau d'investissement dans le domaine des infrastructures, le déficit est encore important. Le Maroc, naturellement, sort du lot parce que ces investissements au cours de ces dernières années, notamment en termes d'infrastructures routières, par exemple, a permis peut-être de réduire le déficit de manière conséquente. Mais globalement, en Afrique, la réalité, elle est encore, en tout cas, implacable et elle présente un tableau où le déficit des infrastructures, où l'écart qu'il y a entre le niveau d'investissement nécessaire et le niveau d'investissement réel, cet écart-là, il est encore grand et il continue de se creuser au fil des années. Ça veut dire quelque part quand même que, encore une fois, les efforts qui ont été faits pour faire en sorte que l'instrument des partenariats publics-privés puisse venir compenser ou en tout cas renforcer les capacités d'investissement public pour que cet écart entre les besoins et les capacités puisse être réduit au strict minimum,
ces efforts de réforme-là n'ont pas encore, en tout cas, permis d'avoir des performances très, très importantes dans le sens de réduire ou de supprimer le gap qu'il y a, en tout cas, que nous venons de constater essentiellement dans l'essentiel des pays en Afrique, y compris dans les pays qui sont les plus performants. Souvent, quand on pose la question, en tout cas, pourquoi jusqu'à présent les PPP n'ont pas, en tout cas les réformes en matière de PPP n'ont pas, en tout cas, abouti ou donné les résultats escomptés. Par moment, on a accusé le fait que dans le champ d'application des lois PPP, c'était trop restrictif, c'était limité aux infrastructures, alors que les besoins dépassent les infrastructures, les besoins sont criards en matière de santé, sont criards en matière d'éducation, en matière, dans tous les secteurs à caractère social. Les besoins étaient aussi importants que dans le domaine des infrastructures. Donc, et par moment, dans certains pays, on a dit, oui, les PPP n'ont pas pu marcher parce qu'il faut élargir le champ d'application des lois et couvrir l'ensemble des secteurs d'activité. Et au Sénégal, ça a été à un moment un argument jusqu'à ce que la loi de 2014, qui a réformé la loi de 2004, ait été adoptée en procédure d'urgence. Et une des principales orientations, c'était de pouvoir ouvrir le champ d'application des lois PPP à l'ensemble des secteurs d'activité. Ben, ça n'a pas suffi en tout cas, parce que cette loi qui a été adoptée en procédure d'urgence en 2014, aucun projet n'a pu être mis en œuvre sous l'égide de cette loi-là. Donc, l'argument qui avait été évoqué en disant ouvrez le champ d'application des lois PPP à l'ensemble des secteurs, si vous faites ça, nous ferons plus de projets, ce n'est pas un argument recevable, ce n'est pas un argument qui a permis, en tout cas quand vous prenez l'exemple de cette réforme en 2014 au Sénégal, ça n'a pas permis de faire plus de projets PPP. D'autres vont vous dire la lourdeur des procédures. Ils vont vous dire, oui, les PPP, les réformes, c'est bien, mais les procédures sont souvent lourdes et compliquées, il faut alléger les procédures. Je vous donne un autre exemple. Au Burkina, le Burkina a fait adopter sa loi en 2013. Et jusqu'en 2016, on n'avait pas de projet, on n'avait pas beaucoup de projets. Et on avait fait adopter en 2016 une loi qui allégeait toutes les procédures d'exécution des projets considérés comme prioritaires et qui autorisait les autorités contractantes à passer directement des ententes directes avec les promoteurs privés porteurs de projets, sous le prétexte que cette loi pouvait alléger les procédures de droit commun, en tout cas prévues dans la loi 2013. Et naturellement, figurez-vous qu'également à ce niveau-là, cette dérogation n'a pas permis de faire plus de projets. Je donne ces deux exemples pour dire que l'argument qui accuse la lourdeur des procédures ou le caractère restrictif des lois PPP, ça n'a pas été, à mon avis, les principales raisons qui font que ça n'a pas marché. Donc, il faut chercher les raisons ailleurs, sur le fait que malgré les dynamiques de réforme, malgré les efforts consentis, malgré le fait que l'ensemble des pays africains se soient dotés d'instruments juridiques sur les PPP, on n'ait pas fait beaucoup de projets. Encore une fois, à l'exception de deux pays, pour moi, les deux exceptions que je considère comme les champions, c'est l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. À l'exception de ces deux pays, dans tous les pays où ça n'a pas produit les résultats escomptés, n'accusons pas le caractère restrictif des lois ou bien la lourdeur des procédures. Par contre, à mon avis, les contraintes sont par ailleurs. Les raisons qui ont fait que ça n'a pas produit les résultats escomptés, à mon avis, il faut les chercher ailleurs. Une des principales raisons que j'évoque, c'est d'abord l'absence de politique et de stratégie PPP. Quand je dis l'absence de politique et de stratégie PPP, je dis souvent que le processus d'une politique PPP ne commence pas par une loi PPP. Le processus d'une loi PPP, d'une politique PPP commence d'abord à définir de manière claire quels sont nos objectifs stratégiques en matière de PPP. Est-ce que l'orientation qu'on souhaite donner à notre politique PPP, c'est orienté ou ça vise les projets d'infrastructure ou bien ça vise l'ensemble des secteurs? Est-ce qu'on veut prioriser les
les PPP à paiement public ou bien on veut prioriser les PPP de type concessif, en réalité, il est important pour un pays, quand on souhaite mettre en place des instruments juridiques, de définir en amont les objectifs stratégiques qu'on veut atteindre en matière de partenariat public-privé. Et souvent, la plupart des États n'ont pas pris le temps de définir et de bâtir des consensus forts sur cette orientation stratégique en matière de politique PPP. Il ne s'agit pas systématiquement de traduire cette orientation de manière écrite en disant oui, nous souhaitons avoir une stratégie PPP formelle, mais il est important, même quand ça n'existe pas, cette stratégie formelle, dans votre politique ou dans votre orientation de financement de l'investissement public ou de financement du développement de manière générale, de dire c'est quoi votre orientation en matière de PPP, c'est quoi les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce qu'en réalité, le cadre juridique est un instrument d'opérationnalisation de votre politique stratégique. Donc, il ne peut pas être déconnecté. On s'est rué vers des cadres juridiques, on s'est rué vers des réformes. Une fois qu'on a atteint ces réformes, on avait eu l'impression que c'était la finalité. Une loi PPP, ce n'est pas une finalité, c'est un instrument d'opérationnalisation d'une ambition, d'une politique, d'une stratégie. Et l'absence de cette stratégie-là n'est pas de nature à développer, par exemple, ce que j'appelle, moi, les approches programmatiques. Les approches programmatiques, par exemple, quand je prends l'exemple du Sénégal, pour moi, en 2004, quand on adoptait la loi 2004-13, on n'était pas dans une approche programmatique. On avait un portefeuille de 2 ou 3 projets qu'on souhaitait réaliser en PPP. Et notre réforme s'est assurée d'avoir un dispositif favorable pour la réalisation de ces 3 ou 4 projets. On n'était pas dans une approche programmatique de faire des PPP un instrument de financement de l'investissement public. Pour moi, une des grandes contraintes qui ont fait que la plupart des réformes n'ont pas marché, c'est d'abord à ce niveau-là. Naturellement, le deuxième niveau, c'est l'absence de capacité. Et l'absence de capacité, il faut le situer à plusieurs niveaux. C'est d'abord la capacité institutionnelle, mais c'est aussi la capacité en termes de ressources humaines. C'est en termes de capacité pour la préparation de nos projets. On a mis beaucoup d'efforts pour avoir des lois PPP, on a mis beaucoup d'efforts pour parfois avoir des unités PPP, mais dans certains pays, quand vous visitez les unités PPP, vous allez avoir 2 ou 3 ressources. Ce n'est pas comme ça qu'on développe les projets PPP. Une ambition, si elle est importante, jusqu'à ce qu'on se dote d'instruments juridiques, on doit pouvoir également nous assurer que du point de vue des capacités et à tous les niveaux, on a ce qu'il faut pour mettre en œuvre cette stratégie-là. On n'a pas souvent, les capacités n'ont pas souvent suivi les ambitions en matière de politique PPP dans la plupart de nos pays. L'absence de portefeuille de projet. Le processus de réforme, en mettant en place toute une dynamique pour nous doter de lois et d'instruments, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan institutionnel, doit être le commencement d'un autre processus encore plus important. C'est la constitution d'un portefeuille de projet. Parfois, la dynamique et les consensus qu'il y a jusqu'à ce qu'on se mette d'accord pour dire voilà notre loi, on n'a pas les mêmes consensus, on n'a pas les mêmes dynamiques pour constituer un portefeuille de projet prioritaire. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en 1997, quand ils ont commencé le processus pour la mise en place de régulation en matière de PPP, déjà en 1997, ils avaient choisi 4 projets pilotes. Parce que si vous faites tout ça sans projet, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de résultat. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir une loi, c'est de faire des projets. Donc, les réformes doivent être accompagnées par des processus structurés d'identification, de priorisation et de préparation de projets partenariat public-privé pour que vos réformes puissent aboutir à des résultats concrets. Naturellement, le choix de ces projets. Par moment, on a priorisé des projets hautement complexes, hautement structurants. C'est bien, mais la difficulté, c'est qu'après, effectivement, vous allez faire 1 ou 2 projets, mais vous ne passerez jamais à l'échelle. De 2004 à probablement 2014, à la deuxième réforme, la deuxième génération de PPP, le Sénégal, essentiellement a fait 2 ou 3 projets importants, mais on n'est pas passé à l'échelle. Et l'enjeu pour nos économies, si j'ai une formule que je rappelle souvent, je dis l'enjeu n'est pas de faire un projet de 100 milliards en 10 ans,
Mais l'enjeu, c'est de faire 100 projets de 1 milliard chaque année en 10 ans. Vous vérifiez, vous comparez l'impact. Quand vous faites un projet de 100 milliards en 10 ans, vous avez 100 milliards d'investissement. Quand vous avez 100 projets de 1 milliard pendant 10 ans, vous avez 100 projets fois 10. Donc, pour qu'on puisse passer à l'échelle, dans le choix et la sélection de nos projets, il faut quand même qu'on garde à l'esprit que le partenariat public-privé, ça ne signifie pas toujours de gros projets de 100 milliards ou de 300 milliards. Faisons des projets à l'échelle de nos économies. Ça permet d'ailleurs à notre secteur privé national d'avoir des projets à la taille de leur capacité et ça permet une plus grande participation de notre secteur privé national. J'espère en tout cas qu'on a capitalisé de ces retours d'expérience. Et je pense qu'un certain nombre de pays capitalisent sur ces retours d'expérience. Et c'est pourquoi vous avez vu ces dernières années, depuis 3 ans, une nouvelle dynamique de réforme. Je prends 2019 comme repère, comme tout à l'heure on avait pris 2018 comme repère. Depuis 2018, vous voyez la même dynamique s'enclencher à nouveau. L'essentiel, vous voyez, vous avez déjà plus de 10 réformes en 3 ans sur les lois PPP. La plupart des pays en bleu, c'est de nouvelles lois PPP. C'est des pays qui avaient déjà des lois, mais qui ont à un moment constaté le fait qu'on n'est pas encore, en tout cas, arrivé à matérialiser l'ambition que nous avons en matière de PPP. Et à nouveau, les pays essaient de corriger les insuffisances qui ont pu être relevées. Et la plupart des pays donc engagent une nouvelle dynamique de réforme, une nouvelle génération de partenariats publics-privés. Vous voyez ça au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc, Kenya. Là, l'essentiel de ces pays-là avait déjà des lois. La Mauritanie avait une loi très récente, mais elle a senti le besoin de la modifier en 1997. Et puis en 2001, on dit qu'il faut modifier la loi. C'est la même chose pour le Burundi. D'autres pays ont dit non, non, non. Maintenant, il faut carrément, comme le Sénégal, il faut carrément une nouvelle loi PPP avec de nouvelles orientations, de nouvelles innovations. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quoi ces innovations essentielles qui sont très présentes dans beaucoup de nouvelles lois PPP. Le premier constat, c'est d'abord l'élargissement des champs d'application des lois PPP. Effectivement, la plupart des lois, maintenant, on ne parle plus d'infrastructure. On est arrivé à un niveau où il y a de forts consensus sur le fait que le partenariat public-privé n'est pas un instrument exclusivement consacré aux infrastructures. Il doit pouvoir, en tout cas, être promu dans l'essentiel des secteurs de l'économie. Et cet élargissement-là est quelque chose qui semble de plus en plus se généraliser dans la plupart des dernières des réformes que nous avons relevées dans la région. La généralisation des unités PPP, ça également, je pense que c'était une dynamique qui se confirme. L'impératif de se doter d'instruments institutionnels pour accompagner la politique PPP, il est souvent porté par les unités PPP, en particulier sur les aspects de contrôle d'opportunité et sur les aspects d'assistance technique. C'est une tendance que nous voyons confirmée dans l'essentiel des réformes les plus récentes. Les éléments de nouveauté portent, entre autres, sur les exigences de contenu local. Je pense qu'il y a une dynamique intéressante que nous voyons quand vous regardez les premières expériences de PPP dans la région, que ce soit le troisième pont à Abidjan, que ce soit l'autoroute à péage à Dakar. Il y a souvent eu des débats sur la place du secteur privé national. Et de plus en plus, cette exigence-là est matérialisée dans les dernières réformes. Le Sénégal a fait un choix très, très audacieux d'imposer jusqu'à la minorité de blocage des sociétés de projets, ça veut dire jusqu'à 33% minimum, soit rétrocédé aux opérateurs privés nationaux ou communautaires. C'est une exigence forte parce que souvent, effectivement, on pose le principe d'ouvrir le capital au secteur privé national, mais d'aller jusqu'à la minorité de blocage, ça c'est une exigence, c'est une, en tout cas, orientation qui est très forte, qui vise à encourager la participation du secteur privé national dans les projets PPP. Il y a d'autres dispositifs qui existaient déjà, le traitement préférentiel, et qui sont de plus en plus confirmés.
Quand vous prenez en tout cas les expériences au Burkina, de réformes récentes au Burkina, au Sénégal, vous constaterez effectivement que cette orientation pour inclure des dispositions en matière de local content dans les lois PPP, c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé. La logique d'harmonisation avec les marchés publics, ça également, c'est une orientation que nous constatons dans les réformes récentes. Vous avez vu jusqu'à récemment que dans la pratique, vous avez la cohabitation entre un dispositif sur les PPP et un dispositif sur les marchés publics. La France a, depuis 2010-2013, fait l'option de dire les PPP relèvent de la commande publique. Donc, je vais faire une loi sur les marchés publics, mais qui traite à la fois des contrats de partenariat, je fais la nuance, en France, il s'agit des contrats de partenariat seulement, et des marchés publics. On constate que de plus en plus, cette orientation-là, en tout cas, est présente dans les dernières réformes, cette exigence, non pas d'aller jusqu'à traiter les PPP de marché public, mais d'avoir une certaine cohérence entre ce que les marchés publics traitent et ce que les PPP traitent. Parce que la confusion dans la région UEMOA en particulier est souvent venue du fait que dans la directive sur les marchés publics, on traite également des DSP et des délégations de services publics. On traite des délégations de services publics et des contrats assimilés dans la directive sur les marchés publics, jusqu'à date. Vous le savez, les DSP sont des contrats de partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les réformes récentes, quand vous prenez le Togo, quand vous prenez le Sénégal, l'orientation est de dire les DSP ne relèvent plus du Code des marchés publics, mais le Code des marchés publics traite seulement des marchés publics. Et puis maintenant, vous avez une loi PPP suffisamment inclusive pour traiter à la fois des PPP de type concessif et les PPP de contrat de type PPP à paiement public. Et ça, effectivement, ça va contribuer à avoir plus de cohérence et en tout cas une meilleure compréhension des acteurs du dispositif de la commande publique dans sa globalité. L'innovation que le Sénégal a apportée, c'est de dire, au-delà des aspects purement juridiques, je vais amener également cette harmonisation sur le plan institutionnel. Ça veut dire les organes de contrôle de marché public vont désormais être compétents pour également, pour ce qui concerne les directions de centrales de marché public, le contrôle a priori, et pour les concerne les autorités de régulation, tout le contrôle a posteriori. Ces institutions seront désormais compétentes à la fois sur les marchés publics et sur les contrats de partenariat public-privé. Ça, c'est une orientation. Il est probable que cette orientation se généralise dans la plupart des pays. Certains, comme la Côte d'Ivoire ou le Togo, avaient déjà cette orientation, mais de plus en plus, il est probable qu'on s'oriente vers cette organisation autour de la commande publique et non pas une dissociation des deux instruments. On voit, on l'a dit, le niveau de préparation des projets et l'absence de portefeuille de projet a été une contrainte importante, de plus en plus également. On voit dans les dernières réformes, le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire l'avait déjà fait, la mise en place de fonds de préparation de projets. Pour dire, maintenant, pour faire en sorte que les projets atteignent une certaine maturité, on inclut dans la réforme la création de fonds de préparation de projets pour aider à accompagner les acteurs porteurs de projets dans le processus de maturation des projets. Le renforcement du contrôle budgétaire, c'est une préoccupation qui a toujours été absente, qui a toujours été présente, mais de plus en plus, cette exigence est matérialisée dans les réformes récentes avec parfois un contrôle assez renforcé et qui est matérialisé par l'implication du ministère en charge des Finances dans les processus de revue a priori et dans les processus d'évaluation de l'opportunité des projets PPP, notamment à travers les évaluations préalables. L'encadrement des offres spontanées. Les offres spontanées, on l'a vu, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'abus, il faut se l'avouer. Et de plus en plus, les pays prennent, dans le cadre de ces réformes, l'occasion, en tout cas prennent le temps d'encadrer les conditions dans lesquelles les procédures d'offres spontanées peuvent conduire à des procédures dérogatoires d'entente directe.
à ce niveau-là, il y a deux pratiques encore. Il y a des pays qui imposent, en tout cas qui systématisent une procédure de mise en concurrence à la suite d'une réception d'une offre spontanée. Il y a d'autres pays qui posent quand même, sous certaines conditions, comme le Sénégal, la possibilité de recourir à une entente directe, même si la mise en concurrence est le principe, mais il y a une dérogation pour faire une procédure en entente directe sous certaines conditions, et il nous semble que cette orientation, en tout cas, si elle est suffisamment encadrée, du point de vue de qui donne l'autorisation, elle peut être suffisamment équilibrée. Naturellement, dans les dernières réformes de loi PPP, on ne voit plus les concepts de BOT ou de DBOT, etc. De plus en plus, on est dans des concepts de partenariat public-privé et qui sont organisés autour des deux grandes familles, les PPP à paiement public et les PPP de type concessif, et l'ensemble des formes dérivées de partenariat public-privé, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent globalement dans ces deux grandes familles de PPP. Donc voilà un peu les nouvelles innovations que nous constatons suivant les pays dans les réformes les plus récentes. Mais l'idée, en tout cas, et c'était la dernière slide de ma présentation, c'était de faire ce tour d'horizon sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012, depuis 2000, on va dire, depuis le début des années 2000 en matière de réforme. Est-ce que ça a produit les résultats escomptés? Sinon, pourquoi ça n'a pas toujours marché? On a une nouvelle dynamique de réforme. Est-ce qu'on a suffisamment capitalisé sur ce qui n'a pas marché? En tout cas, je vais vous peut-être laisser nous dire votre avis de tout ce qui se passe, en particulier de ce qui se passe dans vos pays respectifs. Et donc, je voudrais, avec cette slide, vous remercier de votre attention. Merci encore. Merci beaucoup, Jonathan, M. Daon. C'est très apprécié. Vous avez parfaitement mis la table pour cet échange parce que les webinaires, bien entendu, c'est le moment de partager des connaissances, mais surtout d'avoir le temps d'échanger sur tous ces sujets. Je pense que ça a été très bien mis. Il y a déjà des questions qui ont été générées. Puis dans un instant même, on pourra vous inviter à allumer votre micro et même votre caméra si vous le désirez pour poser vos questions vous-même. Monsieur Papa Moussandour, est-ce que vous désirez poser vous-même votre question? Est-ce que vous avez accès à ouvrir votre micro et votre caméra ou vous désirez que je la pose pour vous? Bonjour. Bonjour. La parole est à vous alors. Alors, merci, monsieur. Merci pour cette occasion que vous nous avez donnée pour assister à ce webinaire-là, ô combien important. Donc, je salue aussi notre référence en matière de PPP ici au Sénégal, M. Abdou-Salam Diaw, qu'on connaît bien. Alors, qu'on félicite d'abord pour sa brillante présentation. Et maintenant, j'ai deux questions. Je ne sais pas si je pourrais les poser. Donc, première question. Donc, M. Diaw, vous avez donné deux pays comme référence, à savoir l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Alors, donc j'ai suivi un peu un documentaire sur l'autoroute à péage ici au Sénégal et j'ai cru comprendre que le Sénégal, à travers des experts de la Banque mondiale, était cité comme exemple en matière de PPP en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous confirmez ou bien, voilà, je ne sais pas si vous avez compris comment dire, mon interpellation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, aujourd'hui, nous constatons un retard, surtout en matière de législation communautaire pour les PPP. Est-ce qu'il y a des blocages? Si oui, à quel niveau? Ensuite, est-ce qu'on peut considérer les deux directives 0405 comme un cadre communautaire qui permettrait à ces États-là vraiment, n'est-ce pas, de se, comment dire, d'avoir une source, n'est-ce pas, relativement au cadre communautaire de PPP. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Parce que dans ces deux directives-là, les DSP sont inclus dedans. Et aujourd'hui, le Sénégal considère les DSP comme des partenariats publics-privés. Est-ce qu'on peut dire que ces deux directives-là pourraient être, n'est-ce pas, de référence, de cadre communautaire ou bien de sources pour les lois nationales? Voilà, merci.
Jean-Michel, qu'est-ce que tu suggères qu'on réponde au fur et à mesure? Oui, certainement, je proposerais comme ça. Ça peut, en répondant, tu vas peut-être susciter d'autres questions. Alors, allons-y sous le mode café-discussion, si ça te va. Parfait, parfait, je suis confortable. Merci beaucoup, M. Ndour, cher ami, pour les deux questions très, très pertinentes. Oui, sur la première question, par rapport à... Vous savez, je pense qu'il y a deux niveaux. Quand je dis que l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, pour moi, sont des champions, il y a deux niveaux d'appréciation. Mon niveau d'appréciation, c'est en termes de nombre de projets. Clairement, la Côte d'Ivoire dans la région sort du lot. Je pense qu'en termes de nombre de projets signés, exécutés, ils ont dépassé. La dernière fois qu'on a fait un point à travers un séminaire qu'on avait avec le collègue Moussa Kouyaté, qui est le secrétaire permanent de l'unité PPP, où on animait un séminaire pour le ministère des Finances ici au Sénégal. Ils avaient à l'époque déjà dépassé la 50aine de projets signés, exécutés, et ils en avaient presque autant dont les procédures de contractualisation étaient en cours. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils s'approchent de la centaine de projets depuis la première réforme de 2008 ou 2013, de signer et en cours de mise en œuvre. L'Afrique du Sud, naturellement, a dépassé de très, très, très loin de tels chiffres dans l'ensemble, dans l'essentiel des secteurs, en particulier dans les PPP au niveau des municipalités. Où l'Afrique du Sud fait vraiment figure de champion. Très tôt, un dispositif a été mis en place pour mettre l'accent sur les PPP au niveau des collectivités locales, que ce soit dans le traitement de déchets, dans les eaux de l'assainissement, dans l'adduction d'eau potable, etc. Et c'est la même chose. La Côte d'Ivoire a vraiment fait dans le domaine des déchets, par exemple, où nous, on démarre des processus. Il y a plusieurs contrats de PPP de signés en cours de mise en œuvre. Donc, quand vous prenez aujourd'hui, en termes de nombre de projets mis en œuvre, clairement, ces deux pays sortent du lot. Maintenant, quand vous prenez en termes de structuration de projet, est-ce que le projet d'autoroute à péage en lui-même est un bon modèle? Pour moi, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est une bonne expérience que le Sénégal doit capitaliser pour aider à, on va dire, améliorer les futurs projets de partenariat public-privé qui viendront dans l'avenir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez que ce soit l'aéroport dans son montage initial, que ce soit la charge à l'essieu, le Sénégal a fait un PPP en matière de charge à l'essieu, donc le pesage des gros porteurs, que ce soit l'autoroute à péage. En termes de structuration, c'est de bons projets qui probablement sont des modèles. Mais est-ce que le Sénégal, du point de vue du processus qui est lancé depuis 2004 en termes de nombre de projets réalisés, est un modèle face à la Côte d'Ivoire, face à l'Afrique du Sud? Pour moi, on n'a pas été à la hauteur de nos ambitions initiales et que pour moi, la réforme de 2021 fait le constat. 2014-2021, on a adopté une loi en procédure d'urgence. On a réalisé 0 projet sous cette loi. Ce n'est pas une performance. Donc, clairement, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'on soit un référent. On est un référent en matière de réforme. On a beaucoup réformé et on a fait très souvent de bonnes lois, mais on n'a pas fait beaucoup de projets. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas très fier personnellement de ce qu'on a réalisé face à la Côte d'Ivoire. Sur la réglementation communautaire, oui, c'est vrai, le processus il est en cours depuis 2016 ou 2017. Moi-même, je suis personne ressource auprès de la commission. Je pense qu'on engage la dernière ligne droite. Les travaux, il y avait effectivement un certain nombre de débats, de questions de vision entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur un certain nombre de choses qui avaient un peu ralenti le processus. Mais à mon avis, le processus devrait reprendre. La stratégie est adoptée. L'UEMOA a une stratégie en matière de PPP, mais la directive a pris du retard à être adoptée. J'ai bon espoir que ça pourrait l'être dans les prochains mois. Maintenant, la question de fond que vous posez, c'est est-ce que maintenant les directives 04-05 peuvent continuer d'être appliquées ou en tout cas d'encadrer un peu les réformes au niveau national? Le paradoxe, c'est que quand vous prenez le Sénégal, par exemple, la loi de 2021 a de fait amendé le Code des marchés publics pour ce qui concerne les dispositions en matière de DSP, alors que le Code des marchés est censé être la transposition
de la directive communautaire sur les marchés publics et les DSP. Ça veut dire, de fait, aujourd'hui, quand vous prenez les DSP, du point de vue de la réglementation nationale au Sénégal, ça ne relève plus du Code des marchés, mais de fait, ça relève de la loi PPP. Et l'ensemble des pays ont adopté, on va dire, les orientations que la Commission a prises en matière de stratégie PPP, sans que la directive ne soit adoptée, et ils ont déjà anticipé la transposition. Maintenant, effectivement, du point de vue juridique, c'est vous les spécialistes, on a transposé un peu avant l'heure, on va dire. On va voir maintenant, mais a priori, à terme, la directive de l'UEMOA sur les marchés publics devrait être extirpée de ses dispositions en matière de DSP. Maintenant, est-ce que les États seront obligés d'engager un autre processus de transposition après cette réforme, après l'adoption de la directive communautaire sur le PPP et éventuellement l'amendement des directives 0405? Ça, c'est peut-être une question dont on aura l'occasion de discuter à l'occasion, mon cher ami. Jean-Michel, je te retourne la parole. Merci beaucoup. Je crois que ça répond très bien à la question de M. Ndour, puis je retiens aussi de ta réponse, la première partie de ta réponse, de même que de ta présentation. Comme beaucoup de choses, la loi n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et pour avoir échangé au cours des derniers jours avec un autre expert sur les PPP qui est canadien, on a les lois, on a les cadres, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout part de la volonté politique. Et ça, tu l'as bien souligné tout à l'heure. Et ce, pourquoi les PPP ici au Québec et au Canada plus largement sont en déclin, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique. Essentiellement, ce n'est pas la loi qui manque. Le cadre est là, il est clair. Les gouvernements en place actuellement n'ont pas d'appétit pour ces façons de faire-là. Donc, c'est en train de diminuer. Ça ne dit pas que ça ne reviendra pas. Tout dépend de la volonté politique. Donc, je trouvais très intéressant que tu l'aies souligné dans ta présentation et comme tu l'as rappelé maintenant. Et j'ai appris que le Sénégal était un exemple et un champion des lois et des cadres réglementaires. Donc, je saurai ça pour la suite. Alors, maintenant, s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions, le plancher est à vous, mesdames, messieurs. Si vous voulez lever la main ou même poser votre question oralement, vous êtes les bienvenus. Donc, on retient de ce que tu viens de nous dire, la Côte d'Ivoire serait dans les... Si on avait identifié des champions à surveiller dans les prochaines années, Abdou, on regarderait ce qui se fait en Côte d'Ivoire, on regarderait où? Qu'est-ce qui te semble prometteur? Est-ce qu'il s'en vient en Mauritanie? C'est trop précoce pour pouvoir se prononcer ou quelles sont les meilleures pratiques où on pourrait les retrouver actuellement? Oui, je pense qu'en termes d'état d'esprit et de volonté politique, et c'est pour ça que l'exemple de la Côte d'Ivoire est assez intéressant. Vous savez, il y avait eu un débat d'experts à l'époque quand la Côte d'Ivoire a choisi d'aller vers un dispositif assez souple et flexible en disant, nous, on ne va pas faire une loi pour les PPP, on va faire un décret. En Afrique, il n'y avait jamais eu de décret au préalable. Il y avait soit des lois, soit des régulations ou des guidelines, comme en Afrique du Sud. Quand la Côte d'Ivoire a choisi de dire, nous, on ne va pas vers une loi, on va simplement vers un décret, certains experts avaient dit, non, ce n'est pas adapté pour les PPP, pour marquer la volonté politique, il faut matérialiser ça par une loi, etc. Mais c'est parce que dans l'esprit, la Côte d'Ivoire avait compris à l'époque déjà que le plus important, ce n'est pas la loi, c'est de faire des projets. Donc, le pragmatisme avait prévalu sur tout le reste. Et la Côte d'Ivoire s'est débrouillée pour faire sortir ces projets. Le décret avait été adopté. Immédiatement après, il y avait un portefeuille de projets et le processus a été lancé. Pour moi, cette flexibilité-là dans l'esprit, en mettant le curseur sur les projets, en se disant tout le reste, c'est des instruments. L'enjeu, c'est de faire des projets. C'est ça qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire les performances qu'ils ont pu faire. Donc, pour moi, dans l'orientation politique, dans l'état d'esprit, il faut d'abord intégrer ça. Ça, c'est le premier niveau.
Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'ils continueront de performer en la matière, parce qu'en même temps, ils ont joué sur un aspect important, c'est la capacitation. J'ai beaucoup de collègues et amis de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte qu'ils se sont donné moyen d'aller chercher des experts là où ils se trouvent, et c'est eux qui animent la politique PPP, c'est eux qui négocient les contrats PPP, etc. Donc, je pense qu'il est important que les États se donnent les moyens de capaciter leurs unités PPP et en tout cas les instruments qui portent la politique PPP, et avec ça, ça peut donner des résultats. Je pense que le Sénégal est dans la bonne dynamique du point de vue de la dernière réforme qui est adoptée et des choses que j'ai vues se mettre en place. Je suis optimiste que les prochaines années pourraient voir beaucoup de projets PPP sortir de terre. Clairement, la Côte d'Ivoire dans la région. Les autres pays comme la Mauritanie, le Burkina, le Togo, je pense qu'il faut effectivement prêter attention à ces pays, mais c'est encore peut-être prématuré pour donner un avis. Je sais que les choses bougent bien au Bénin. Le Bénin, la particularité du Bénin, c'est qu'ils ont adopté une loi, mais qui a fait l'objet d'un recours, et la Cour constitutionnelle a un peu suspendu ou abrogé la loi. Donc aujourd'hui, ils sont dans le vide, mais ils se sont dit, bon, finalement, peut-être qu'on n'a pas besoin de la loi, ils continuent de leur faire leur projet. Parce que dans l'absolu, rien ne dit qu'une loi PPP est indispensable pour faire des projets. En tout cas, ils font des projets, parfois des projets PPP ou qualifiables de PPP, donc, parce que la finalité, c'est de faire le projet. Donc, pour moi, effectivement, les prochaines années, je citerai clairement la Côte d'Ivoire, probablement le Sénégal, et on verra ce qui va se passer dans les autres pays. Faire les projets, ce que je retiens de ta présentation tout à l'heure aussi, c'est pas l'idée, c'est pas de faire l'année prochaine pour 100 milliards de projets, vaut mieux en planifier sur 10 ans, un de 10 milliards et par année, et puis d'y aller par petits pas. Puis ça fait écho à une discussion que j'avais eue avec le Head of the Procurement Unit, lorsque le Bangladesh s'est lancé dans les PPP il y a environ 7 ou 8 ans. Et la personne qui arrivait d'Angleterre pour gérer tout ça avait dit non, je vais me battre contre la pression qui est dès l'année prochaine, on va avoir plus de 50 projets en PPP. Ça va être un échec. Lui, il a dit je vais en sélectionner quelques-uns. Ça va être des bons projets, on va apprendre de ces projets-là et après, on pourra passer à en faire davantage. Il vaut mieux les étaler dans le temps que de se lancer, se casser le bec. Et puis après, ben, ça va être dur à convaincre le politique, comme on disait tout à l'heure, de continuer à aller dans cette voie-là. Donc, je retiens ça. Puis le deuxième point que je retiens aussi, c'est le point qui est central, et je reviens à ta présentation, sur les capacités. Ça demeure l'aspect central. C'est assez bon d'avoir la volonté politique. C'est nécessaire d'avoir la loi, mais si on n'a pas les gens qui sont capables de mettre en place tout ça, on n'y arrivera pas. Donc, les capacités demeurent centrales. Et puis, en ce sens-là, ben, la plupart d'entre vous êtes probablement au courant, mais on offre aussi sur une base régulière des cours sur les PPP. D'ailleurs, dans une dizaine de jours, du 14 au 28 mars prochain, Abdou sera à Dubaï afin d'animer une session. Donc, c'est peut-être très rapide pour certains d'entre vous, mais s'il y en a qui ont la possibilité de se joindre à cette formation, qui, sur 2 semaines, discutera dans tous les détails de l'implantation des PPP. Et ceux pour qui c'est trop tôt, on va avoir une autre session à Montréal l'été prochain, au mois d'août, du 15 au 26 août, de même que d'autres qui seront certainement annoncés un peu plus tard pour l'automne. Donc, s'il y a possibilité pour vous de participer à ces séances en présentiel, bien entendu, on peut en tirer plus qu'un simple petit webinaire comme on fait ce matin d'une heure. Voilà donc pour ce qu'il y en est. J'ai Niawa Nias qui veut poser une question. Est-ce que vous désirez le faire vous-même ou vous voulez que je la pose pour vous? Madame Nias, si je ne me trompe pas. Non, peut-être que vous ne pouvez pas ouvrir votre micro. La question était, Abdou, comment encourager l'implication des collectivités dans les PPP en Afrique de l'Ouest?
Oui, merci beaucoup, Ndawa. Je pense que c'est une très, très bonne question parce que moi, je fais partie aussi de ceux qui sont convaincus qu'à terme, l'enjeu, c'est vraiment les PPP au niveau des collectivités locales. L'essentiel de nos pays s'inspire beaucoup de la réglementation française en matière de décentralisation qui transfère beaucoup de compétences aux collectivités sans que les moyens nous suivent toujours. Donc, quand on parle de problématiques de financement ou du déficit de financement au niveau central, la réalité est encore plus réelle, en tout cas plus pressante au niveau des collectivités. Et je pense que les acteurs sont d'accord sur l'opportunité et l'enjeu de promouvoir les PPP au niveau des collectivités locales. Maintenant, la question depuis des années, c'est sur le comment. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs contraintes à plusieurs niveaux pour faire des PPP au niveau des collectivités locales. Quand on prend une ville comme Dakar, qui est la collectivité qui a le plus de capacités financières en particulier, et même en termes de capacité, en termes de ressources humaines, n'arrive pas aujourd'hui à développer les PPP à l'échelle. Ça veut dire que quelque part, du point de vue de la réglementation, il y a des contraintes d'ordre juridique. Il y a plusieurs autres obstacles que l'État devrait d'abord lever avant d'arriver à promouvoir les PPP. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a des préalables et les préalables ne sont pas encore en place. On a toujours mis le curseur sur des activités de promotion ou sur des activités de formation, mais à la fin de la journée, les collectivités sont convaincues, les collectivités ont la volonté, mais le cadre, l'environnement juridique et institutionnel qui régit les collectivités n'est pas aujourd'hui favorable pour leur permettre de faire des PPP. Je donne un exemple banal. Aujourd'hui, une collectivité locale n'a pas la capacité d'ouvrir, de disposer de son propre compte bancaire, de collecter des ressources et de verser dans ces ressources et d'avoir l'autonomie qui lui permet demain de donner le minimum de confort et de garantie à un partenaire privé. Donc, tant que ces préalables ne sont pas levés, pour moi, on continuera de tous nous convaincre qu'il faut le faire, mais on ne parlera pas du comment. Et c'est ce comment-là qu'il faut au préalable régler. Ma recommandation à l'endroit des autorités, je l'ai dit aux personnes concernées, c'est de faire un état des lieux sur l'ensemble des contraintes qui entravent aujourd'hui le développement des PPP au niveau des municipalités et d'adopter une feuille de route en termes de réforme pour lever ces contraintes-là, avant maintenant de venir à des dispositifs un peu plus opérationnels en termes de formation et de capacitation et d'identification d'opportunités. Mais les opportunités sont là, la volonté est là, l'opportunité de faire des PPP est là, mais il y a des préalables qui, à mon avis, doivent être levés avant d'aller plus loin. Merci beaucoup, Abdou. Je pense que par le fait même, tu as répondu à monsieur Gacko qui demandait quel est le rôle du secteur financier local dans les PPP. Est-ce que le secteur financier local est impliqué dans la mise en œuvre des PPP? Si vous voulez approfondir votre question, monsieur Gacko, je pense qu'on a commencé à y répondre. La situation est la même, pas seulement au Sénégal, pas seulement en Afrique de l'Ouest, c'est la même chez nous aussi. Il y a eu un grand transfert, on a parlé de décentralisation. Les pouvoirs ont été décentralisés, mais le financier n'a pas suivi. Et là, on se ramasse avec des problématiques que doivent gérer les niveaux de paliers de gouvernement plus locaux, que ce soit ici les municipalités et autres, ou les régions, et ils n'ont pas les moyens de mettre tout ça en œuvre. Donc, je pense que c'est critique si on veut impliquer les collectivités, ben, il faut qu'ils aient les moyens d'arriver à leur fin, bien entendu. On a Arona Si qui nous demande le fait que les PPP et les marchés publics soient régis par deux textes différents et que les organes de contrôle des marchés publics interviennent dans le contrôle des PPP, est-ce que c'est une bonne option, selon toi? Je ne pense pas que ce soit une bonne ou une mauvaise option parce que le fait d'avoir ça dans deux textes différents, pour autant que les textes soient clairs en termes de compétences, et effectivement la nouvelle loi PPP, son décret d'application est clair en termes de compétences, ça veut dire sur quoi la DCMP et la RMP sont compétentes. Ça, pour autant que les textes soient clairs là-dessus, pour moi, je ne vois pas de contraintes particulières. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé comme étant un recul, c'est que le Sénégal avait, avant la réforme de 2021, ce qu'on appelait le Conseil des infrastructures,
Et dans sa composition, le Conseil des infrastructures avait l'Assemblée nationale, y compris les partis d'opposition, avait la société civile, avait le secteur privé, avait les associations de consomméristes. Et cette composition-là, pour moi, pour des projets PPP, permettait d'avoir une certaine représentativité et permettait des consultations permanentes d'acteurs clés tout au long des processus de préparation et de contractualisation. En plus de ça, le fait d'avoir, y compris les partis de l'opposition, comme membres du Conseil des infrastructures, ça donnait aux investisseurs privés une certaine garantie en termes de continuité des contrats PPP. Donc, de ce point de vue-là, le fait de l'avoir supprimé, à mon avis, est un certain recul. Parce qu'aujourd'hui, les compétences du Conseil des infrastructures ont été transférées soit à l'ARMP, soit à la DCMP, et on n'a pas forcément reproduit la composition qu'on avait dans le Conseil des infrastructures. Mais dans l'absolu, je ne suis pas sûr que l'orientation actuelle, parce que c'est une orientation du législateur, je ne suis pas sûr qu'elle soit mauvaise en soi. Merci beaucoup, Aruna. Bonjour au passage. Merci, merci Abdou. On va peut-être y aller pour une ou deux dernières questions. On a Ibrahima Aïdara qui voulait poser une question, qui a levé la main. Est-ce que vous désirez la poser vous-même? Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Je tiens d'abord à féliciter l'expert PPP Abidjan avec cette présentation qui est riche en informations. Toutefois, j'avais des préoccupations, donc des questions que j'aimerais partager avec lui, là, pour qu'il nous donne des clarifications. La première, ça porte un peu sur la transparence, en fait, voilà, sur les contrats. Donc, parce que dans le cas du Sénégal, certes qu'il y a eu des projets de PPP qui ont été mis en œuvre, mais parfois c'est du côté des usagers, surtout si c'est des PPP à paiement usagé, où voilà, il y a beaucoup je ne peux pas dire préjugés, mais un sentiment que voilà, il n'y a pas, c'est des projets qui sont pas faits en prenant en compte la population, surtout en termes voilà, de revenus, du niveau de pauvreté qui est vraiment bon, élevé. Au Sénégal, par exemple, on a un seuil de pauvreté qui tourne autour de 37% et que pratiquement ce seuil, 37% des populations ont un revenu inférieur à 1000 francs par jour. Donc, ce qui montre aussi en fait qu'avec ces PPP qui sont chers, est-ce que au niveau il n'est pas temps à ce que l'État soit plus transparent, donc en montrant en fait voilà les contrats, en les publiant, que ça soit un accès au public pour montrer en fait l'intérêt qu'il a et que les études préalables ont pris en compte à la fois les rentabilités économiques, financières, mais également tout ce qui est préoccupation d'ordre social. Donc c'est une question que je demande. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller donc au-delà de ce qui est actuel, un cadre où on est plus transparent. Donc l'autre c'est vraiment d'avoir aussi donc une réadaptation des contrats. Je prends le cas du Sénégal avec l'autoroute à péage, donc, où beaucoup ont déclaré que les prix étaient élevés. Est-ce que si on fait une évaluation préalable et on fait des hypothèses sur les trafics, on se rend compte que dans la mise en œuvre, peut-être que voilà, on avait sous-estimé. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une loi qui prend en compte la réadaptabilité des contrats, de pouvoir en fait, c'est pas une renégociation, mais au moins de pouvoir revoir à la baisse le tarif, compte tenu en fait d'une prévision qui n'était pas qui était sous-estimée. Est-ce que ces problématiques sont prises en compte dans les nouvelles réformes en vigueur dans les pays de l'Afrique? Voilà. Et la dernière, c'est vraiment bon d'avoir, comme il le dit, si on veut renforcer un peu les ressources humaines, ils doivent être en mesure aussi de partager à la fois aussi des rapports techniques, voilà, d'évaluation. Surtout, il y a des guides, mais au moins qu'on puisse avoir en fait accès à ces ressources, peut-être que ça pourrait permettre aux gens qui sont intéressés de pouvoir vraiment avoir une connaissance plus détaillée sur la préparation et la mise en œuvre des contrats de PPP. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Ibrahim. Je pense que c'est des bonnes questions. Enfin, vous savez, bon, enfin, sur la première question, il y a beaucoup de débats. Jean-Michel pourra vous dire que au Canada, certains maintenant, PPP, ce n'est plus partenariat public-privé, c'est problem. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de polémiques au Canada, en Angleterre, et c'est normal qu'on ait eu cette polémique dans nos pays parce que c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Et surtout ce principe, le principe de l'usager-payeur. Le principe de l'usager-payeur est nouveau dans nos pays, et c'est normal que les gens qu'il y ait des polémiques autour de pourquoi on doit payer pour utiliser une route ou bien pourquoi on doit payer tel montant pour utiliser une route, parce que les gens ne sont pas encore suffisamment habitués, en particulier au Sénégal. Si vous prenez les autres pays de la région, il y a toujours eu des formes de péage routier. Mais au Sénégal, on n'a jamais eu de péage routier. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu la polémique qu'il y a autour des tarifs de l'autoroute. Maintenant, je ne vais pas particulariser mais je réponds sur des principes en général. Le premier principe, c'est que, et vous avez raison, en matière de PPP, la transparence est un élément de réussite essentiel. Et il y a deux principes qui doivent être garantis dans tout le processus de contractualisation et par le contrat. Le premier principe, c'est le principe de publicité. Et ça, honnêtement, l'essentiel des pays aujourd'hui reprennent l'impératif de publicité. Et même quand l'impératif de publicité n'est pas explicitement repris par la loi, la plupart du temps, les prêteurs privés des projets PPP vont vous imposer la publication du contrat et vont observer un délai de recours pour s'assurer de purger toutes les possibilités de recours avant la mise en vigueur des financements des projets en matière de PPP. C'est systématique parce que, et c'est ça le deuxième principe, la possibilité doit être donnée à toute personne à qui un contrat PPP porte grief d'intenter un recours pour pouvoir dire on n'est pas d'accord avec les tarifs ou on n'est pas d'accord avec la procédure de contractualisation. La possibilité de recours doit être davantage garantie en matière de PPP au-delà, et ça, cette possibilité-là, elle est liée avec l'obligation de publicité. Maintenant, sur l'obligation de publicité, on peut l'encadrer. On peut dire qu'on publie l'essentiel on publie tout le contrat à l'exception des clauses à caractère confidentiel. Maintenant, après, si le caractère confidentiel est laissé à l'appréciation de l'autorité publique, il est probable qu'on ne publie pas l'essentiel du contrat. Donc, tout dépend de où est-ce qu'on met le recours. Mais assurez-vous que en tout cas, le législateur doit s'assurer que la possibilité d'intenter un recours et l'obligation de publicité sont des éléments qui sont garantis parce que ça contribue à la transparence des procédures de contractualisation. Maintenant, sur le débat par rapport aux tarifs, effectivement, il y a une pratique qu'il est important de systématiser, c'est les études sur l'acceptabilité du péage. Mais vous savez, l'étude sur les acceptabilités du péage, ou en anglais, ce qu'ils appellent le willingness to pay, c'est toujours relatif. Vous faites une étude à une date donnée, vous mesurez le willingness to pay des usagers, vous mettez en œuvre un projet, 10 ans après, le willingness to pay d'avant-projet n'est pas la même chose une fois que le projet est réalisé. Donc ça, c'est un instrument d'information qu'il est important d'avoir en amont pour pouvoir encadrer des tarifs. Mais l'enjeu, c'est dans ce que vous avez dit et qui est un instrument que la plupart aujourd'hui, le Sénégal a le retour d'expérience. Le troisième point, en Côte d'Ivoire, on a le retour d'expérience, c'est la systématisation de ce qu'on appelle les clauses de bonne fortune ou les clauses de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si? Il ne faut pas le systématiser dans le sens d'un scénario plus favorable souvent. Il y a aussi dans le sens d'un scénario beaucoup moins favorable. Mais les clauses de bonne fortune et les clauses de rendez-vous, il est essentiel de les avoir dans les contrats PPP pour pouvoir encadrer et plafonner. On va caper, on va dire, par exemple, si vous faites un scénario dans un modèle financier avec un TRI cible de 18%, vous dites à l'opérateur privé, votre TRI, dans le cas de base, c'est 18%. Il n'y a pas de problème si vous allez jusqu'à 20%, mais au-delà de 20%, on va devoir se partager. Donc, ça, c'est des instruments qui vous permettent, dans les cas de clause de bonne formule,
fortune d'avoir un mécanisme de partage des fruits entre l'opérateur contractant, l'opérateur public et l'opérateur, la partie publique et l'opérateur privé. Donc oui, effectivement, je pense que le Sénégal, en renégociant par exemple le contrat de l'autoroute à péage, a capitalisé un peu sur les retours d'expérience. La Côte d'Ivoire avait un montage différent. Le contrat n'est pas encore renégocié, mais il est probable qu'on ait une certaine capitalisation, y compris de ce qui s'est passé ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce processus-là, il est tout à fait normal. Il est important j'ai fait une rencontre au Togo, au Bénin, je pense, j'avais fini de parler, et puis en parlant de l'autoroute, quelqu'un s'est levé pour dire, vous vous êtes fait avoir sur l'autoroute. J'ai dit oui, on s'est fait avoir peut-être sur un certain nombre de choses, et je lui ai dit, si vous voulez faire des projets PPP, vous allez vous faire avoir sur un certain nombre de choses. Le problème, ce n'est pas de se faire avoir. Le problème, c'est de ne pas apprendre quand on n'a pas bien réussi certaines choses. Et je pense que l'enjeu pour le Sénégal, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de pouvoir capitaliser pour continuer à faire des projets, mais continuer à améliorer les choses au fur et à mesure pour mieux faire les choses à chaque projet. C'est ça vraiment le véritable enjeu. Mais ce que vous avez dit, c'est des problèmes, mais les instruments pour les encadrer sont vraiment disponibles. Jean-Michel. D'où l'idée d'y aller pas à pas et de ne pas se lancer dans 25 projets en même temps. Y aller quelque peu, on apprend de nos projets, on apprend de nos erreurs et c'est comme ça qu'on développe des nouvelles expertises, des nouvelles façons de faire. Bon, il y a d'autres questions qui sont générées, bien entendu, on en aurait pour des heures et des heures, mais pour garder le temps qu'on s'est donné ce matin, je voudrais simplement terminer. Tu as parlé de la willingness to pay il y a quelques instants. Pour parler, parce qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui qui, je ne sais pas pourquoi, sont d'origine sénégalaise à l'œil ou africains de l'Ouest, mais on a Judicaël Kouvassa, qui nous pose la question très pertinente. Est-ce que l'Afrique centrale, elle, est en marge de la dynamique actuelle des PPP? Est-ce qu'il y a une willingness faible, plus faible, ou c'est par manque d'expertise ou par manque d'expérience qu'il semble avoir, ou c'est une perception qui est erronée, que l'Afrique de l'Ouest sera en avance par rapport à l'Afrique centrale? Merci Jean-Michel, merci Julie. Je pense qu'il connaît assez bien la situation. Hein. Moi, ce n'est certainement pas au niveau de la réglementation, parce que comme vous avez vu sur la carte, l'essentiel des pays en Afrique, pour ne pas dire tous les pays en Afrique centrale, se sont aussi dotés d'instruments. Et théoriquement, la volonté politique est aussi là pour pouvoir faire davantage de projets. Mais pour prendre l'exemple d'un pays qu'il connaît bien, le Gabon, et d'ailleurs, avant de venir à ça, il y a, au même titre que la dynamique qui est au niveau de la commission de l'UEMOA, au niveau communautaire en Afrique centrale, il y a une dynamique pour mettre en place un dispositif communautaire en matière de partenariat public-privé. Donc, théoriquement, encore une fois, la volonté politique est également présente dans la région. Après, quand on regarde en détail, et si je dois sortir, par exemple, deux raisons par rapport à mes 4 raisons de tout à l'heure qui font que jusqu'à présent, les choses n'ont pas vraiment décollé, ou bien une raison, je cite la problématique de la capacité. Les gens ont conduit des processus. Le Gabon, depuis le PNGA, et faisait systématiquement référence au PNGA, c'était dans les 2012-2013. Déjà dans le PNGA, on avait politiquement, en tout cas, pris l'option de promouvoir les partenariats publics-privés, même si la loi est venue après. Mais aujourd'hui, une fois que la loi est en place, les capacités, y compris institutionnelles, qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre cette orientation politique-là, n'ont pas toujours suivi. Et pour moi, c'est la principale raison. Donc, ce n'est pas forcément en termes d'absence d'instruments juridiques, mais en tout cas, la volonté politique et les capacités n'ont pas peut-être souvent suivi. J'ai récemment, dans le cadre d'un séminaire avec ce team, beaucoup échangé avec des collègues de la RDC, par exemple.
qui ont également une loi. Mais la raison aussi qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas pu promouvoir les PPP et que je ne pouvais pas forcément reprendre dans cette présentation, c'est les opportunités qu'il y avait avec la Chine en matière d'infrastructure. Et que ces opportunités-là, aujourd'hui, on commence à noter un certain déclin des financements des infrastructures. À date, la Chine est le premier bailleur des infrastructures en Afrique. Mais on est dans une tendance baissière. Mais tant que la Chine était là avec ses ressources et ses capacités, beaucoup d'États n'ont pas senti nécessaire de faire plus d'efforts pour faire des projets PPP. Le jour où l'option de la Chine n'est plus aussi présente qu'actuellement ou dans le passé, je pense qu'on aura encore plus de contraintes à promouvoir des financements. Et que je pense qu'en Afrique centrale, l'option de la Chine dans beaucoup de pays comme la RDC, ça a un peu bloqué le développement des PPP. Mais l'option de la Chine, les prochaines années, ce ne sera pas aussi en tout cas, elle sera plus ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle a été dans le passé. Donc, l'absence de la volonté politique et l'absence de capacité, pour moi, ça a été essentiellement les raisons qui ont fait qu'en Afrique centrale, on n'a pas vu beaucoup de projets PPP au sens, en tout cas, de ce que la loi ou ce que les lois prévoient de manière explicite. Je suis d'accord avec toi, Abdou, qu'effectivement, éventuellement, la source chinoise va se tarir. Alors, probablement que ça explique du moins en partie pourquoi il y a eu moins d'engouement ou moins d'initiatives traitant des PPP en Afrique centrale. Ben, je vais vous proposer d'arrêter là. Je te remercie énormément, Abdou. Ce fut extrêmement intéressant. Djeredjef à toi, Djeredjef à tous nos participants, merci beaucoup. La table est mise, ce n'est que le début. Évidemment, on avait qu'une heure avec nous ce matin, on a même un peu débordé. Pour ceux parmi vous qui ont apprécié l'expérience et qui nous joignaient pour la première fois, j'ai le plaisir de vous renvoyer vers notre site web où vous allez, pardonnez-moi, où vous allez pouvoir retrouver les prochains webinaires. Vous avez la possibilité, en allant sur le site web, d'accéder sous l'onglet Formation à webinaire. Et lorsque vous allez sur l'adresse septième.com et que vous cliquez sur webinaire, vous avez la possibilité de réécouter ces mêmes webinaires. On en a donc eu depuis le début de l'année sur la professionnalisation de la commande publique, sur les portefeuilles de projets, ce matin sur les PPP, et on tente à travers tous ces webinaires-là d'aborder une panoplie de sujets tout aussi diversifiés que la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, le suivi-évaluation, donc le rôle du monitoring, police ou entraîneur personnel. On a un sujet connexe au PPP qui va être traité aussi prochainement sur le PPSD, donc suite à la réforme de la Banque mondiale qui a eu lieu dans les dernières années. Dans le cadre de cette réforme majeure, on parle de PPSD. Ceux qui veulent en apprendre plus, ça sera disponible, de même qu'une panoplie d'autres sujets qui passent par les tableaux de bord, le leadership, les ressources humaines. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et bien entendu, en allant sur notre site web, plus que les webinaires, il y a possibilité d'aller regarder quel est le calendrier des séminaires à venir. Et donc, à travers tout ça, vous pouvez accéder aux prochains séminaires. Et à nouveau, je rappelle que ceux qui ont la possibilité de se joindre à Abdou sera à Dubaï prochainement pour le management des PPP, justement, sous la forme d'une formation de 2 semaines complète. Donc, on a toute une panoplie de séminaires et d'accréditation professionnelle à venir. Vous pouvez y accéder en allant sur notre site web et on vous encourage à nous contacter si vous avez quelques questions que ce soit ou des problèmes à vous inscrire. On a Mme Ingrid et Mme Véronique qui sont là avec nous ce matin, qui se font un plaisir de vous répondre par courriel ou encore de vous appeler directement. Alors, bien sur ce, je vous remercie à toutes et tous. Merci encore, Abdou, d'avoir pris le temps ce matin. C'était extrêmement intéressant. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une autre session de webinaire ou encore mieux, de formation dans l'un de nos centres. Bonne journée. Merci, Jean-Michel. Merci beaucoup à tout le monde et puis bonne journée à tout le monde.